Hello, welcome to the Wunderparlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Alors, nous sommes en janvier 2024 au Parlement européen à Strasbourg en compagnie d'une nouvelle élue, Lydie Massart, eurodéputée. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, ça fait à peine quelques mois, 3 mois je crois, que vous êtes élue européenne. Vous pouvez nous raconter, si vous avez envie, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Oui, ça fait un petit peu plus de 3 mois que je suis députée européenne, depuis le 24 septembre. Et puis avant, j'étais cuisinière dans un lycée professionnel. Ceci étant dit, mon engagement de politique n'est pas nouveau. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la politique en Bretagne, dans ma région. Mais c'est vrai que rien ne me prédestinait à devenir députée européenne un jour. Et alors, comment ça s'est passé déjà les élections, sur quelle liste, avec quel projet politique, c'était comment les élections européennes? Donc maintenant, c'était 2019, me semble-t-il. C'est ça. Alors en fait, moi je suis une élue régionaliste et on a une alliance de longue date avec les Verts. Et donc il y a 5 ans, on m'a proposé de rejoindre la liste menée à l'époque par Yannick Jadot, en 14e place, qui était a priori pas une place éligible. J'ai fait donc une campagne en Bretagne au nom de mon parti en Bretagne qui s'appelle l'Union démocratique bretonne et de Régions et Peuples solidaires qui est notre fédération en France de partis régionalistes. Il se trouve que la liste de Yannick Jadot il y a 5 ans a fait un excellent score et que je me suis retrouvée donc la première non élue. Et puis quand Yannick Jadot a été élu sénateur au mois de septembre, eh bien, c'est naturellement moi qui suis montée. Donc, vous siégez dans le groupe parlementaire des Verts et de l'Alliance libre européenne, qui réunit les écolos et les régionalistes. Et donc, comment ça s'est passé, cette découverte du Parlement européen, ces 260 000 mètres carrés du Parlement européen, Strasbourg, Bruxelles, et tout ça, c'était un monde nouveau. Pouvez-vous nous raconter un peu comment ça se passe quand on découvre ça ? C'est vrai que c'est un monde nouveau, même si en fait j'intègre le Parlement après des élections sénatoriales où il n'y a pas beaucoup de suspense, ce qui m'avait permis de préparer le court mandat, parce que c'est un mandat de 9 mois, donc c'est court, ce qui m'avait permis de préparer un petit peu le mandat, de venir au Parlement européen. Ceci étant dit, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est une grande machine qui a beaucoup de monde, beaucoup de services. Voilà, ça demande un temps d'adaptation. Mais ça s'est bien passé. Je dirais que en fait, le Parlement, tout est grand, mais que c'est pas si impressionnant. Voilà. Et puis j'ai beaucoup de plaisir à faire de la politique, je dirais, à l'européenne, c'est-à-dire à être dans la discussion et le consensus. Pour les quelques mois de mandat, vous êtes engagé dans quoi ? Qu'est-ce qui vous fait avancer Donc il y a 2 axes principaux à ce mandat. Je suis cuisinière, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis je viens du centre-Bretagne. C'est une grande région agricole. Et donc naturellement, j'ai choisi de parler d'alimentation parce que c'est aussi une compétence européenne. Et puis, je suis dans la commission environnement et sécurité alimentaire. Donc, je trouvais intéressant d'aborder ces sujets de conversation. Et puis, en tant que régionaliste, l'alimentation, c'est quelque chose qui est très lié au territoire, à la culture. Donc, moi, je défends la production agricole locale et l'alimentation de qualité. Et puis, le deuxième axe, c'est nos axes à nous, les régionalistes, la Région et Peuples solidaires, le droit des peuples, le droit à leur culture, le droit à leur langue. Et c'est une vraie chance d'être au Parlement européen, parce que c'est très facile de parler de ces sujets au Parlement européen, bien plus facile qu'en France. Il y a une vraie ouverture d'esprit. Et donc ça, c'est le deuxième axe fort de mon mandat. Alors pour en revenir à la production agricole bretonne, l'élevage intensif des porcs, vous le défendez au sein d'un groupe écolo ? Pas du tout. Moi, je défends une production locale, mais une production locale de qualité. En fait, aujourd'hui, en Bretagne, on produit pour 10 fois notre population. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que vraiment la vocation de la Bretagne, c'est de produire pour plus de 10 fois de sa population ? Est-ce que vraiment la vocation de la Bretagne, c'est d'avoir des porcs dans des énormes élevages, même parfois, ce qu'on peut qualifier parfois de ferme-usine, et d'envoyer sa production ailleurs ?
Moi, je crois à un autre type de société. D'ailleurs, la crise en Ukraine nous a bien montré que la souveraineté ou l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'important, qui nous protège aussi des crises. Et je crois qu'on doit aller vers un système où il y a des fermes nombreuses, où il y a des fermes où il y a de la polyagriculture, et avec des productions de qualité qui sont pourvoyeuses d'emplois et qui permettront de faire vivre un territoire, mais aussi de faire vivre les autres territoires. Ce sera d'ailleurs le sens de mon intervention en plénière cet après-midi. Régionaliste en France, est-ce que c'est possible d'être régionaliste dans un pays autant centralisé où tout se décide à Paris et où la France n'est pas signataire de la charte des langues régionales, alors qu'en Europe, au contraire, on essaye d'être le plus décentralisé possible. Donc, comment se battre en France pour faire avancer les choses? Est-ce que c'est pas un combat perdu contre ce centralisme parisien? Alors, c'est pas un combat perdu, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui, mais c'est pas un combat facile, il faut le dire. Néanmoins, on a des victoires. En Corse, il y a un vrai processus d'autonomie qui est en marche. En Bretagne, le mot autonomie est prononcé, et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était inenvisageable. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aussi de la population en général, c'est-à-dire pourquoi on doit décider à Paris ce qui se passe sur nos territoires, parce que finalement c'est pas logique d'avoir des politiques publiques qui sont complètement uniformes sur tout le territoire. Ce qui se passe en Bretagne sur l'agriculture est complètement différent en Corse. Et pourtant, on a des politiques similaires. Alors qu'en Corse, leur problème, c'est pas la surproduction, c'est le contraire. C'est le fait qu'ils ne produisent pas suffisamment pour eux. Et pourtant, on a des politiques agricoles qui viennent toutes de Paris et qui sont complètement similaires. Et ça, aujourd'hui, les gens sont en train de s'en rendre compte qu'il faut qu'on ait des politiques différenciées, réellement décentralisées, avec une vraie autonomie pour les territoires. Alors, juste à côté de la France, le pays qui a le plus d'eurodéputés, c'est l'Allemagne, avec ses 96 députés. Un État décentralisé s'il en est, avec des lois locales décidées par les Länder. En France, évidemment, non, sauf évidemment en Alsace-Moselle, puisqu'il y a une loi locale qui date de l'occupation allemande. Comment c'est perçu ça? Il me semble que Unserland, parti régionaliste alsacien, fait partie de Régions et Peuples Solidaires. Donc cette loi locale, le Conseil constitutionnel vient, il y a quelques mois ou années, d'interdire son évolution, sauf pour la supprimer. Pourtant, c'est pas quelque chose qui ressemble à l'avenir d'avoir des lois. Alors évidemment pas dans tous les domaines, mais d'avoir des lois locales. Je vais prendre juste un seul exemple. La caisse complémentaire d'assurance maladie locale en Alsace est généralement bénéficiaire et permet d'avoir plus de remboursement pour les assurés sociaux. Donc est-ce que c'est pas un système à peut-être développer et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer ça? Vous avez tout à fait raison, parce que nous, c'est exactement ce qu'on défend. Et quand on parle du droit local en Alsace, nous, on parle très régulièrement du système de santé alsacien, qui est plus efficace, qui rembourse mieux et qui, en plus, est bénéficiaire. Quand vous voyez qu'en France, aujourd'hui, on nous serine les oreilles tout le temps en nous disant qu'il faut baisser les remboursements, que la sécurité sociale n'est pas à l'équilibre, etc. Nous, on dit, on a un exemple juste à côté de chez nous qui fonctionne. On montre que plus les politiques publiques sont près des citoyens, que plus elles sont, quand elles sont à la bonne échelle, près des territoires, ça fonctionne. Mais aujourd'hui en France, force est de constater qu'il y a un grand blocage à ce niveau-là, que les partis nationaux ont vraiment des difficultés avec cette notion du fédéralisme. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de montrer, enfin moi en tant que députée européenne, ce que j'essaye de montrer, c'est que finalement, en France, on a une exception. L'Allemagne, vous l'avez dit, est un système complètement fédéralisé. L'Espagne a des régions autonomes. Voilà, c'est plutôt nous, l'exception. Et moi, ce que je vois, c'est que les pays qui sont autour de nous, ils n'ont pas l'air en débandade complète. Ça fonctionne. Et ça fonctionne certainement mieux que chez nous. Chez moi, dans le système de santé, on a aujourd'hui un vrai problème. Moi, j'habite un désert médical où l'hôpital public est en danger. Et aujourd'hui, on est confronté à une non-compréhension de l'ARS, qui est juste un service déconcentré de l'État, et qui refuse absolument de sortir de la ligne fixée par le gouvernement. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'on ne tient pas compte des réalités des territoires. Et nous, c'est ce qu'on essaye de défendre. Et je dois dire que j'ai l'impression quand même qu'on n'a jamais été
autant entendu qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai bon espoir que ce qu'on porte devienne un jour réalité. L'ARS, l'Agence régionale de santé. Et sinon, dans ce Parlement européen, Lydie Massart, quels alliés régionalistes existent dans d'autres pays de l'Union ? Alors nous, on a notre groupe qui est dans le groupe, le groupe ALE qui est dans le groupe des Verts, donc qui est donc l'Alliance libre européenne. On est 6 députés, mais il faut savoir que l'ALE c'est aussi un parti européen avec plus de 40 partis politiques en Europe. Donc on a une visibilité européenne avec donc notre noyau dur qui est l'autonomie des territoires et la reconnaissance culturelle des régions et des minorités. Donc on travaille, on n'est pas seul. Effectivement, pour l'instant, nos idéaux sont minoritaires, en tout cas en France, mais c'est pas le cas en Catalogne, c'est pas le cas en Galice, voilà. donc on a des exemples à suivre et on communique beaucoup entre nous, on travaille beaucoup entre nous, voilà. On a souvent l'impression, vu du prisme français, qu'on est seul, mais pas du tout. Alors en Catalogne, ça a failli quand même mal se terminer, puisque le leader catalan Puigdemont était accusé et menacé de prison. Heureusement, le Parti socialiste espagnol a presque gagné et s'est allié avec lui en échange d'une amnistie. Donc j'imagine que vous êtes pour l'autonomie de la Catalogne et vous soutenez leur demande. Bien entendu. En fait, nous, on est pour ce que veulent les gens. Et en Catalogne, les gens ont voté, et pas qu'une seule fois, pour des partis autonomistes. Ils ont voté pour Junts, ils ont voté pour ERC, qui sont donc les partis autonomistes ou indépendantistes en Catalogne. Ils ont eu des majorités. Donc nous, on est pour que... Voilà, ça s'appelle la démocratie, en fait, tout simplement. Donc quand il y a une majorité de personnes qui est pour la reconnaissance d'un peuple, voire l'indépendance, bien, il faut écouter. Voilà. Et après, il y a des négociations qui doivent commencer avec l'État. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé dans le Royaume d'Espagne. Voilà. Il y a eu un mur avec la droite espagnole. Et l'autonomie bretonne, avec ou sans Nantes ? Et l'autonomie bretonne, elle ressemblerait à quoi ? La Bretagne créerait des lois applicables uniquement en Bretagne ? Nous, nous ne sommes pas indépendantistes. Voilà. Sur les frontières de la Bretagne, nous, on est pour la réunification avec 5 départements bretons. C'est une question d'histoire, c'est une question culturelle, mais c'est aussi une vraie chance économique. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on a Rennes et Nantes, les 2 capitales bretonnes, qui sont tournées vers Paris, ça marche pas. Alors que si demain, on a une région unique avec Rennes, Nantes et Brest qui font une vraie complémentarité et qui sont tournés vers leur territoire, ça permettra le développement de la Bretagne. Et ça permettra, entre autres, le développement de territoires qui sont sous-équipés en transport, comme le mien, à Pontivy, en plein centre-Bretagne. Et nous, l'autonomie, comment on la voit ? Je le disais, on n'est pas indépendantiste, mais par contre, on entend décider ce qui est le mieux pour notre territoire. Par exemple, il y a un grand sujet chez nous en Bretagne aujourd'hui, c'est le logement. Il y a énormément de résidences secondaires, il y a énormément d'Airbnb sur les côtes, les gens ne peuvent plus se loger, ils sont obligés de venir en centre-Bretagne alors qu'ils travaillent à 60 ou 70 km de là. Aujourd'hui, aucun de nos maires, aucun de nos conseillers régionaux, aucun de nos conseillers départementaux n'a de moyens d'action. Parce que la loi SRU est une loi nationale, parce que la loi qui définit les zones tendues, c'est-à-dire là où on peut limiter les résidences secondaires ou les Airbnb, ce sont des lois nationales. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse gérer ça à l'échelle de la région. C'est tellement plus logique. Il y a des régions où il n'y a pas de problème de surtourisme, où il n'y a pas de problème moins de problèmes de logement. On a des problèmes spécifiques à la Bretagne, on veut gérer ces problèmes-là. Donc, tout ce qui est régalien, on le laisse à l'État national. Tout ce qui concerne la vie quotidienne des Bretonnes et des Bretons, on veut pouvoir décider sur notre territoire. Ça semble tellement logique. Peut-être pour terminer, les prochaines élections européennes en juin 2024, mais qu'est-ce qui va se passer pour les régionalistes ? Vous êtes candidate ? Eh bien, les régionalistes ont élu leur chef de file, leurs 2 chefs de file. Donc il y aura moi en première candidature, et puis un Alsacien, du parti Unserland, Maxence Allerich, qui sera le 2e candidat pour Région et Peuples Solidaires. Et puis, quant aux modalités, on sait qu'on va partir. Voilà, avec qui, comment, c'est pas encore
c'est pas encore des discussions abouties. Donc voilà. Et comment on fait pour donner envie aux gens de voter, puisque en gros il y a 50% d'abstention prévue aux élections européennes. Comment donner envie de voter aux européennes ? Je défends une vision régionaliste des choses, c'est-à-dire que si demain on a des vrais députés qui sont engagés au Parlement européen, eh ben il y a des conséquences sur la vie quotidienne des habitantes et des habitants d'un territoire. Je donne juste un exemple. Moi, dans mon lycée, il y a une mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est financé par l'Union européenne. Je veux dire, si demain, on a des élus qui sont eurosceptiques, qui sont contre la construction européenne, eh bien, ça fait partie des choses qui disparaîtront. Et il faut bien se dire que dans les territoires ruraux, dans les territoires où il y a moins de grandes métropoles, l'Union européenne fait énormément. Ça s'appelle la politique de cohésion des territoires. Et sans l'Union européenne, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les territoires ruraux en France n'auraient pas le même visage que sans ces politiques. Voilà, continuons à demander des subventions à l'Europe. Merci beaucoup Lydie Massart, eurodéputée bretonne du groupe des Verts, Alliance libérale européenne. Merci à vous. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi tu peux venir.